Donc Sylvie Porta sur Oral dans le secrétariat. Donc maintenant je vais passer à l'appel. Catherine Bertin. Je n'ai pas eu Ah oui, c'est... Ah, d'accord, c'est Laurence Dossin-Pierre. Oui. Donc de la... Ok. D'accord, comme il n'y avait pas de... Bon. Didier Casimajou. Didier Charlot. Dominique Clavier. Andrea Dandon-Pierre. Bernard Danet. François Dora. Jean-Marc Depuy. Jocelyn Doré. Mylène Odoro. Bernard Bréau. Laurence Ducos. Thomas Filiat. Marie de Fortinon. Bruno Carabos. Michel Garat. Jérôme Gauthier. Alain Giroir. Vincent Joanneau. Pierre Laïto. Michel Latapi. Corinne Lolland. Julien Le Tacon. Pouvoir Patrick Soulier. D'accord. André Massieu. Bernard Mateil a donné pouvoir à Jean-Marc Depuy. Valérie Ménoret. Jean-Bernard Papin est représenté par sa suppléante Isabelle Coupin. Patricia Peignet. Frédéric Pédurand. Jean-Marc Pelletan. Jean-Claude Pérez donne pouvoir à Didier Casimajou. Denis Pernet donne pouvoir à Pascal Rappé. Sylvie Porta. Alain Quérens. Pascal Rappé. Audrey Rénal. Denis Rennes. Marilyn Rideau a donné pouvoir à Mylène Doro. Françoise Sabatier-Guérel a donné pouvoir à notre collègue Thomas Filiat. Jean-Patrick Soulet et Aline Technay. Merci. Donc, on va passer par le premier point à l'ordre du jour, qui sont les interventions, d'accord, les décisions du président. Voilà, il y a eu les DIA, la liste vous a été transmise avec la convocation. Après, il y a la décision N2021-06 sur le renouvellement de l'adhésion à l'association AMF-AMG. Et ensuite, il y a la décision N 2021-07 sur l'attribution du marché de la ZA de Céron, CEILAS. Voilà. Hein, c'est tout ce qu'on avait en décision du président. Est-ce qu'il y a des observations particulières par rapport à ça? Ok. D'accord. Donc on ne va pas interrompre le conseil, donc on engage le conseil et puis M. Biren interviendra à la fin. Voilà. Première décision. Alors oui, une précision. Il y a une coquille dans la note de synthèse. Le point sur le recrutement d'un chef de projet Petite Ville de Denain est en doute. Alors vous inquiétez pas, c'est pas deux fois. Hein. Ouais, voilà. C'est une petite coquille qu'on venait de signaler. Alors, la première délibération concerne l'administration générale, autorisation à conventionner avec le centre hospitalier Sud-Gironde, commune d'Orillons, pour le centre de vaccination. Alors, bon, bien évidemment, vous avez vu, chers collègues, qu'on a ouvert un centre de vaccination
vaccination, avec l'aide conjuguée de la mairie de Rions qui a mis à disposition effectivement une salle et du personnel technique et des élus, et aussi des personnes qui ont mobilisé du bénévolat. Ensuite, bien évidemment, le centre hospitalier Sud-Gironde qui est porteur effectivement du centre de vaccination, et la CDC qui assure effectivement toute la logistique concernant administrative et technique, hein, et s'assurer que la planification, les prises de rendez-vous, tout ça sont de la responsabilité de la CDC. Pour ce faire, il fallait convenir, établir une convention, et c'est cette convention qu'on vous demande de valider ce soir, enfin, au travers de cette première délibération. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur ce sujet? Voilà, actuellement, pour votre information, on était parti sur 100 vaccinations, hein, et on est passé à 154, je crois. Et c'est toujours aussi plein. Voilà. Et il n'y a pas de perte. Peut-être Vincent, tu souhaites intervenir? Oui, vas-y. Oui, je voudrais remercier au nom du conseil municipal de la confiance que vous nous avez accordée. C'était un défi pour nous tous, puisqu'on n'avait pas l'habitude de travailler avec les médecins, avec le centre hospitalier, la communauté de communes, la commune. KRS aussi qui est aussi impliqué à différents niveaux, des bénévoles. On a inventé quelque chose qui n'existait pas. Et on peut dire aujourd'hui que ça fonctionne plutôt bien, sans se jeter de fleurs. Je pense que c'est parce que tout le monde a joué sa partition. Et seulement sa partition, il a fallu des ajustements à certains moments parce que les règles évoluaient, parce que il y avait des demandes sociales importantes pour se faire vacciner, notamment le soir à 16h. On avait des doses surnuméraires qui étaient assez convoitées, donc il a fallu faire des arbitrages. Et je crois que cette opération que pilote la communauté de communes et tout la réussite de l'opération est à son honneur, et je souhaite réitérer mes plus vifs et chaleureux remerciements, d'autant que l'esprit plutôt, c'est la proximité, il y a quelque chose de l'esprit de famille, tout en ayant des compétences de sens des responsabilités. Donc voilà ce que je voulais témoigner. Merci. Merci, monsieur le maire. Et je tenais aussi également à remercier, parce que c'est des partenaires importants, qui étaient l'hostal médical de Cadillac, qui a su mobiliser les médecins de façon que l'on puisse assurer en toute sécurité de soins médicaux cette période de vaccination, et qui va se prolonger, je crois, jusqu'à fin juillet, hein, c'est ça? Voilà. Bon, peut-être au-delà, mais en tout cas, pour le moment, c'est fin juillet. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, chers collègues, je vais vous poser qui est contre cette convention, qui s'abstient. Donc, adopté. Je vous remercie beaucoup. Alors, le point suivant donc, concerne l'administration générale, modalité de prise en charge des frais. Ah non, d'abord c'est l'administration générale, modification des délégations au conseil communautaire du président. Alors, c'est vrai qu'on avait, on vous propose de modifier les délégations du conseil communautaire au président afin d'intégrer l'attribution des aides, n'est-ce pas Dominique, des aides économiques aux entreprises dont le règlement d'intervention aura été approuvé par le conseil communautaire dans la limite d'un montant pour une aide individuelle de 8 000 €. Cette délégation, vous comprenez bien, a pour objet de permettre une plus grande réactivité pour soutenir nos entreprises qui en ont actuellement tellement besoin. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur ce sujet? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, adopté. La délibération, la troisième délibération concerne
les modalités de prise en charge des frais de formation et de mission des élus. Alors on avait omis et on a besoin de cette délibération pour permettre effectivement, quand on missionne des élus sur l'extérieur ou dans le cadre des formations, pour la prise en charge des frais de route, des prises en charge des frais de restauration, voire d'hébergement si c'est nécessaire. On a besoin de cette délibération et je vous informe quand même que tout ça fait l'objet préalablement de justificatifs. Il n'y aura pas de délibération, de remboursement ou de participation sans justificatif, bien évidemment. Mais il y avait besoin d'avoir votre accord pour pouvoir permettre ces remboursements de frais liés à des missions ou de formation. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet? Donc on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Je vous remercie beaucoup. Délibération suivante. Modification des statuts du syndicat mixte Sud-Gironde. Et je donne la parole à mon collègue Jérôme Gauthier. Bon, bonsoir à tous. Donc, il s'agit de permettre un portage du projet Pays vers l'Histoire, de la réalisation Pays vers l'Histoire, par le pôle Sud-Gironde. Un petit rappel, je ne sais pas des historiques, mais presque. Donc, au départ, vous savez probablement que la ville de l'Ariole était Pays vers l'Histoire. Et donc, dans le projet initial, il avait dit à la ville de l'Ariole qu'il fallait qu'elle élargisse son périmètre. Donc, le projet s'est développé ensuite. Et ce projet a été porté par Entre-deux-Mers Tourisme, un plus connu le nom d'hôtel, c'est ça le principe. Et lorsque donc la DRAC, parce que c'est elle maintenant qui gère ces labellisations, donc plus directement le ministère de la Culture a vu ce périmètre, elle a refusé en fait le portage par Entre-deux-Mers Tourisme parce que le portage de l'hôtel, le périmètre géographique de l'hôtel ne correspondait pas au périmètre donc, de Pays vers l'Histoire. Il fallait donc une autre structure porteuse. Et donc au mois de mars dernier, le conseil syndical du pôle territorial s'est porté volontaire à l'unanimité pour être porteur de ce projet de labellisation des communautés, donc de 5 communautés de communes. Et après, comme vous savez, dès qu'il y a modification des statuts du pôle, il faut que les différentes communautés de communes valident dans les 3 mois qui suivent ce qui se passe. Je rappelle que le projet de l'histoire, c'est 187 communes. 25 communes pilotes, sur la communauté de communes Convergence Garonne, nous avons 4 communes qui sont communes pilotes, en Cadillac, Tonassac, Saint-Rodemont et Philips. Donc là, on vote aujourd'hui le changement de statut pour que les portages qui soient faits. Et ensuite, ça va pouvoir enclencher la mise en place des notes données à la DRAC, parce qu'en fait, dans les conditions pour pouvoir justement, premier niveau si vous voulez, de labellisation, il fallait qu'il y ait une structure porteuse identifiée valable. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc à partir du moment où c'est fait, la première note de travail, il y a 3 niveaux. Donc on va pouvoir envoyer la DRAC pour validation dès le mois de juillet, après la validation par les 5 communautés communes. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Non? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Le point suivant concerne l'économie. Les AE pays de Tonassac, déclaration d'utilité publique. Je donne la parole à mon collègue Dominique Clavier. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, on va vous demander de prouver le principe de déclaration d'utilité publique sur la zone des pays de Tonassac. Un petit peu d'historique. Vous savez que nous avons la volonté très marquée d'accueillir des entreprises. Pour ce faire, il faut avoir du foncier. Et à date, le point faible de la collectivité, c'est qu'on n'a pas de foncier disponible. Et quand je dis pas, c'est voisin de zéro. Or, il se trouve que sur la zone de pays de Tonassac, il y a une zone qui a été identifiée dans les documents urbaniques qui nous permettrait de faire effectivement une implantation d'entreprise. Encore faudrait-il avoir la maîtrise du foncier. Alors une démarche a été entreprise avec l'établissement foncier régional à qui on a donné mission de faire l'acquisition sur cette zone qui est balisée. Alors cette zone, c'est 9 hectares qui sont répartis en 52 parcelles avec 28 propriétaires. C'est un vrai patchwork. Et pour le moment, sur ces 9 hectares, à 90 000 m², on a acquis
6700 mètres carrés, quelques mètres carrés près. On a 13 000 mètres carrés qui sont en cours d'acquisition, mais il reste 66 000 mètres carrés où effectivement on avance très lentement sur le sujet dans le cadre d'une procédure amiable. C'est pour ça qu'on souhaite enclencher une déclaration d'utilité publique, c'est-à-dire un système plus coercitif qui nous permettra à un certain moment, s'il faut aller jusque-là, d'aller jusqu'à l'expropriation. Alors, cette déclaration d'utilité publique, c'est une procédure qui est assez longue et qui sera effective à la louche dans 2 ans. Et pendant ces 2 ans, ça ne nous empêche pas, bien entendu, de continuer à faire des acquisitions à l'amiable. C'est clair. Mais au moins au bout de 2 ans, s'il faut accélérer et passer par une procédure plus dure, on le fera et on sera juridiquement tout à fait légitime à actionner ce dispositif. Donc voilà l'essentiel de cette demande qu'on vous demande d'approuver. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Non? Oui? Monsieur le Président, je vous dis que je me patienterai, parce que ça manque quand même beaucoup d'éléments. On ne connaît pas le taux d'aménagement, il n'y a pas eu d'études de sol. Si je me souviens bien, quand on a créé le premier, il y avait du calcaire karstique. Donc je m'abstiendrai. Et en plus, je pense qu'il y aura un problème d'induction d'eau. C'est un problème d'induction d'eau. Je sais qu'il y a une demande qui a été faite au syndicat des eaux. Pour le moment, on doit pouvoir trouver des solutions pour l'eau. Pour le reste, il y a une étude qui a été faite, il y a un certain nombre d'études qui ont été menées, qui ne sont pas de cette mandature d'ailleurs, sur la zone de Céron. Qui sont à votre disposition d'ailleurs, elle a été remise à l'un de tes adjoints qui avait souhaité la consulter. Ok. Merci, chers collègues. Une autre intervention? Non, on va passer à la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, alors, annoncez vos noms. Alors, donc, M. Pelletan, M. Giroir, après M. Charlot, après Patricia Feignet, c'est ça? D'accord. Après M. Massieu. Après qui? Monsieur Pédurand, d'accord. On a, tout le monde a été cité dans les abstentions. Hein? Voilà, c'est ça. Ok. Je vous remercie beaucoup. Donc on va continuer avec Dominique Clavier concernant la convention d'adhésion aux petites villes de demain. Alors, petite ville de demain, d'abord en préalable, c'est moi qui présente cette déclaration. Pour autant, c'est un sujet extrêmement transversal qui pourrait également être présenté par le président en charge de l'aménagement des territoires, ou plutôt, puisque sur ces sujets-là, on va aborder effectivement l'économie, on va aborder la mobilité, on va aborder certainement aussi des problèmes de logement. Donc c'est vraiment un sujet transversal qui sera abordé comme ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est d'approuver cette convention, d'approuver le recrutement d'un chef de projet et d'autoriser le président à enclencher les cofinancements. Donc petite ville de demain, c'est le gouvernement, c'est un dispositif du gouvernement dans le cadre du plan de relance qui consiste effectivement à redynamiser le territoire de façon à lancer de l'investissement et effectivement ça contribue à la relance de l'économie. Donc c'est une convention qu'on signe pour 18 mois et une des conditions pour enclencher cette procédure, c'est effectivement une condition qui est mise par l'État, c'est le recrutement d'un chef de projet qui est financé à 75% par l'État pour conduire ce projet. Si on ne recrute pas le chef de projet, la convention n'est pas signée, l'État tient à ce que ce soit extrêmement structuré et qu'on enclenche effectivement uniquement quand on a ce chef de projet, donc c'est la condition de départ. La deuxième chose que je voulais dire, il ne faut pas croire, 3 choses à dire.
Donc, le petite ville de demain, il y avait bien le terme petite ville, et si on a été éligible à ce dispositif, c'est que dans le périmètre de notre territoire, il y avait deux villes centres, hein, puisqu'on en a deux, Cadillac et Podinsac, dans l'ordre alphabétique, qui étaient éligibles. Aucune autre commune n'était éligible à ce dispositif à titre individuel. Donc, effectivement, ça a été présenté par la communauté de communes, mais c'est une présentation commune entre Convergence Garonne, Cadillac et Podinsac. C'est comme ça que ça fonctionnera. Et il est clair que l'essentiel du projet, c'est effectivement de redynamiser les villes centres et de faire bénéficier, j'allais dire par ruissellement, les territoires qui sont autour. Et c'est comme ça que ça va se passer. Donc, voilà l'essentiel du truc. Dernier point, je ne crois pas, hein, il n'y a pas dans le dispositif Petite Ville de demain une enveloppe qui fait qu'on va signer une convention et que demain il va tomber 3 millions d'euros sur le territoire. C'est pas comme ça que ça va se passer. En fait, le chef de projet, de ses missions, ce sera effectivement de coordonner les actions et d'actionner tous les dispositifs de l'État qui existent de façon à ce qu'ils soient mis en action sur le territoire avec la plus grande efficacité. Donc, voilà ce qu'il faut savoir sur Petite Ville de demain, à mon sens. Donc, première phase, recrutement du chef de projet, qui est un élément extrêmement important parce qu'il faut qu'on trouve quelqu'un, qu'on recherche quelqu'un de qualité, de façon à attirer le maximum de tous les dispositifs existants. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce dispositif? Non? Donc, oui, Vincent. Je suis ravi de voir que notre territoire va pouvoir qu'il bénéficiera de ce dispositif. Pour moi, c'est une opportunité aussi pour faire territoire entre nous. Je rappelle qu'il y a le CRTE aussi, qui est aussi une opportunité pour nous. Et à l'heure de l'élaboration du PLUI, c'est une invitation supplémentaire à ce qu'on discute encore plus entre nous pour bâtir le projet de territoire. Tout à fait. Je crois que c'est un ensemble dans les plans de relance qui avait été annoncé par le gouvernement pour aider effectivement à la revitalisation des centres-bourgs, mais quand nous avons présenté, comme l'a expliqué Dominique, on l'a présenté à l'échelle de la CDC, car par ruissellement, bien évidemment, toutes les communes qui vont s'inscrire un peu dans cette démarche-là, puissent bénéficier de l'ingénierie et de toutes les possibilités en matière d'accompagnement de leur développement ou de leur projet. Pour compléter ce que dit Vincent, mais enfin, c'est pas pour compléter, on pense à ce qu'il dit. C'est-à-dire que j'ai dit que la convention a été signée pour 18 mois, et derrière, à 99 chances sur 100, poursuivra pour une ORT, une opération de revitalisation du territoire, qui effectivement va dans le sens où tu dis, où ça couvrira l'ensemble du territoire, tout le monde pourra en bénéficier. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions concernant ce sujet, je vous propose de délibérer. Qui est contre cette convention? Qui s'abstient? Donc adopté. Je vous informe, puisque c'est adopté, donc la convention sera signée vendredi à 14h30 à salle de l'Espace à Podinsac. Et la presse est invitée donc à la signature de cette convention, bien évidemment. Et donc le point suivant, est en lien, effectivement, comme vous l'avez expliqué Dominique Clavier, il y a on a l'obligation de recruter effectivement un emploi permanent dans le cadre de ce contrat de projet, et qui est la mission d'un chef de projet de Petite Ville de demain. Donc ce chef de projet, il faut qu'on le recrute, et pour pouvoir le recruter, on a besoin de votre accord. Je précise que, comme on vous l'a dit, mais je le redis, c'est pour une durée de 36 mois, renouvelable dans la limite des 6 ans. Voilà, c'est quelque chose qui peut durer pendant
toute la durée du mandat. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur ce sujet? Donc on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Je vous remercie beaucoup. Le point suivant, c'est la prévention et gestion des déchets. Entrée au capital, SPL, Tri Gironde. Et je donne la parole à notre collègue Glenn Doro. Merci, Président. Cette délibération, je vais vous refaire un petit peu le contexte. Donc, la 3CG a demandé l'adhésion à la SPL Tri Gironde en fonction de l'extension des déchets recyclables à l'horizon 2023. Le conseil d'administration s'est prononcé favorablement et les assemblées générales ordinaires et extraordinaires doivent désormais se tenir pour entériner les modalités d'entrée de la 3CG au centre de tri. L'entrée au capital, elle a été souhaitée par la communauté de communes de devenir actionnaire à part entière dès 2021. Et donc cette entrée au capital, elle se fera par le rachat d'actions aux autres membres déjà de la SPL. Cette solution suppose que le capital de la SPL reste inchangé et que la nouvelle répartition des actions donc, sera au prorata de la population DGF qui est prise en compte pour l'année 2017. C'est la référence par la SPL dans le cadre de l'étude technique. Donc la communauté de communes représentera donc 3,82% du capital et ce qui l'a conduit au rachat de 47 728 actions. Les 6 autres actionnaires ont donc libéré le nombre d'actions nécessaires en proportionnel à leur poids dans la SPL, sans qu'aucun d'entre eux ne puisse présenter ces actions libérées afin que la CDC puisse les racheter. Cette entrée au capital va octroyer un représentant au conseil d'administration sur 15 administrateurs répartis en fonction de leur population DGF et un représentant à l'Assemblée générale sur 7 représentants. Il convient donc ce soir aussi de nommer un représentant dans chacune de ces instances. Il est entendu que ça peut être la même personne qui soit désignée pour les 2 instances. Il y a le pacte d'associés. Ce pacte d'associés précise les engagements de chacune des parties, de chacun des actionnaires au regard de la SPL, et des missions qui lui sont confiées. Donc le transfert et le transport des déchets, la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance du centre de tri, la gestion et la mise en valeur du centre de tri, la revente des matériaux, les traitements des refus et la communication. Le pacte d'associés va être modifié compte tenu de l'entrée au capital de la communauté de communes en établissant la nouvelle répartition des actions, puisque c'était déjà réparti, comme nous entrons, il faut refaire ce pacte d'associés. Donc il sera modifié en ce sens. Et l'adoption de cette nouvelle version de pacte, elle sera faite en assemblée générale extraordinaire, seulement quand les 7 actionnaires auront délibéré. Chacun des participants déjà délibère et ensuite c'est donc l'assemblée générale extraordinaire qui entérinera ce pacte. Les statuts vont également être modifiés pour intégrer notre entrée dans la SPL. Les statuts, donc, ils n'ont pas été joints à cette délibération parce qu'ils sont quand même assez importants, il y a presque 50 pages, mais ils avaient été joints à la délibération de mars lors de la dernière adhésion de la CDC à la SPL. Donc, je pense que vous les avez tous reçus. Donc, ils seront modifiés à la marge, juste pour indiquer que la CDC en est signataire, indiquer la nouvelle répartition des actions, et la nouvelle répartition donc, des administrateurs, il y en a 15 au lieu de 14. Voilà, et puis il rappellera le rôle de chacun dans le conseil d'administration, l'assemblée générale, le fonctionnement des instances, les modalités de délibération. Donc, par rapport à cette petite synthèse que je vous ai faite, cette délibération, donc ce soir, on va demander au conseil communautaire d'approuver sous la réserve de la délibération concordante des collectivités actionnaires de la SPL, donc l'entrée au capital de la SPL Tri Gironde et le principe général d'acquisition par la CDC Convergence Garonne des actions des 6 actionnaires,
Donc, il y aura acquisition pour 18 896 € auprès du SMICVAL, 11 491 € auprès du STEMOCTOM, 7 049 € auprès du SMICOTOM, 5 918 € auprès du SMICTOM, la CDC du Médoc Estuaire pour un montant de 2 476 et la Médulienne pour 1 898 €. Voilà, et demander au président ou à son représentant d'effectuer toutes les démarches et les formalités et signer toutes les pièces qui seront liées à cette entrée au capital, d'approuver les statuts, le règlement intérieur et d'approuver le nouveau pacte d'actionnaires. Voilà, donc ce soir il faut proposer, nommer le représentant donc, au conseil d'administration et à l'Assemblée générale. Donc, pour ma part, je proposerai ma candidature. Si quelqu'un d'autre, c'est ma candidature au niveau des deux mêmes instances. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous annoncer par rapport à ça. Si vous avez des questions. Ok. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Oui, cher collègue, allez-y. Oui, bonsoir, merci de toutes ces précisions qui sont pour moi pas suffisantes. Je trouve qu'on aborde cette question depuis le début avec une certaine légèreté, dans la mesure où on va adhérer à une SPL, bien sûr, société publique, on est d'accord, mais c'est quand même une société de droit privé. Dans une société de droit privé, moi j'aime bien, si j'adhère à une société de droit privé, si je prends des actions, j'aime bien savoir quels sont les investissements que je m'apprête à faire avec cette société. Ce qu'on ne sait pas dans la mesure où, pour le moment, si mes renseignements sont exacts, la procédure d'appel d'offres fait l'objet d'un référé qui sera traité, je pense, à la fin du mois de mai. Je m'attends à avoir des informations, c'est-à-dire des informations comptables sur les comptes d'exploitation de 2019 et 2020. 2019, il y a eu 6 mois d'exercice. Alors, 6 mois d'exercice, je ne sais pas, il y a le recrutement d'un directeur, très bien, qui devait certainement mettre un dans les dossiers. Il y a eu une montée de dette de 256 000 € dans l'année, je ne sais pas pourquoi. Moi, ça m'intéresse de savoir, quand on adhère à une structure comme ça, quelles sont les dettes et pourquoi il y a des dettes. Quant à l'exercice 2020, il n'y a pas eu de publication de compte encore. Je ne sais pas s'ils ont été adoptés. Enfin, sur une société qui n'a pratiquement pas d'activité, qui a un directeur général, je m'étonne qu'en 5 mois, on n'ait pas encore les comptes de l'exercice 2020. Ça serait bien d'avoir les comptes de 2019, les comptes de 2020, pour savoir où sont les dettes et pourquoi il y a des dettes, sachant que si mes renseignements sont justes, dans son fonctionnement, la communauté de la SPL donc, a fait appel à 3, au SMICVAL, au SEMOCTOM et à la CDC Médulienne, qui avaient des créances sur la SPL. Et c'est par rapport de ces créances que le capital a été augmenté au cours de l'année 2020. Le capital qui était de 225 000, il a été porté à 1 250 000 par rapport de créances des trois sociétés dont je viens de parler, plus apport numéraire des trois autres adhérents. Très bien. Cette augmentation de capital, elle s'est faite avec une libération numéraire sur un échéancier qui a été publié et qui se termine. Libération du capital, pour ceux qui ne sont pas habitués à ces pratiques, c'est le versement du capital par les différents actionnaires qui a été échelonné sur 4 périodes, si je ne m'abuse, avec la dernière période étant au mois de juin 2022. Donc, très bien. Donc, nous, on rentre dans le capital avec, effectivement, les associés présents qui vont nous revendre, nous céder leur part pour 1 euro l'action. Mais j'avais cru comprendre dans le pacte d'actionnaires qu'on ne pouvait pas rentrer au capital tant que l'intégralité du capital n'était pas libérée. Donc est-ce que c'est une mauvaise lecture que je fais ou non? L'intégralité du capital n'étant pas libérée, peut-on rentrer à l'intérieur de cette SPL? Et d'autre part, dans le pacte d'actionnaires, il y a quelque chose qui ne va pas à un moment donné, puisque ce sera un pacte d'actionnaires qui est signé en 2021, dans lequel on s'engage à faire la libération de la première partie du capital, les 225 000, avant la fin du mois d'octobre 2019. Donc là, il y a un truc qui ne va pas, il faudra relire un petit peu plus près tout ça. Et moi, je trouve qu'on est un peu léger
de s'aventurer dans cette société avec aussi peu d'éléments financiers, aussi peu d'éléments comptables, aussi peu d'éléments économiques. Alors pour moi, c'était déjà un flou au niveau financier. Il ne faudrait pas que ça devienne un flou au niveau juridique. Donc là, je vous engage à quand même regarder ça d'un peu plus près. Et j'aurais bien aimé que la commission des finances fût saisie de ce dossier pour en étudier les tenants et les aboutissants, ce que l'on n'a pas fait et on n'a pas les éléments pour apprécier. Donc moi, de toute façon, dans la droite ligne de mon vote du mois de février ou de mars, je ne sais plus, je voterai bien évidemment contre, mais j'aimerais qu'on réponde aux questions que je viens d'évoquer. Merci, M. Gard, on a bien tout noté. Je pense que le service juridique derrière a noté. Il y a quelques points sur lesquels je vais pouvoir vous répondre parce que j'ai des informations, mais effectivement, je ne les ai pas toutes. Donc, on reviendra vers vous et on vous répondra en répondant aux questions. En ce qui concerne le référé qui avait été formulé donc, par Covet-Patrec pour l'attribution du marché, il a été jugé et il a été rejeté. Le conseil d'administration de la SPL ne sera donc pas... le conseil d'administration de la SPL, la CDC n'en fera pas encore partie, se réunira le 28 mai prochain et pourra donc autoriser la signature du marché au profit d'un document dont le mandataire donc, a été la société Sécu. C'est la société Sécu. C'est la société Sécu, effectivement. Donc c'est bien, cette société Sécu, vous connaissez son capital, j'imagine. Certainement, je n'ai pas de tête là, mais on pourra vous l'apporter. Non, je pense que le capital, je vais vous le donner. Moi, c'est une société à au minimum 50% capital chinois. C'est tout. Donc, je reviens avec un petit clin d'œil sur la remarque que vous avez faite la dernière fois, en disant que l'adhésion à la SPL était une attitude philosophique. Donc, j'ai peur que vous ne partagiez pas la même philosophie. Non, mais je pense qu'on ne va pas rentrer dans le détail non plus des comptes de la société Covet-Patrec. Bien sûr, oui. Non, mais voilà, on en est tous. Non, mais je vous dis ça à titre anecdotique, ça m'empêche. Et juste par rapport à l'augmentation du capital, il ne pouvait pas être augmenté. C'est pour ça que nous y rentrons par l'achat. Tant que ce n'est pas libéré, on ne pouvait pas augmenter le capital, donc il ne bouge pas, il est toujours à 1 250 000. C'est pour ça que ce sont les autres actionnaires qui nous ont cédé leur part. Et il pourra être augmenté quand la libération sera totale. Alors il y a quelque chose qui n'est pas net dans la rédaction, parce que qui laisse penser qu'on ne peut pas rentrer au capital tant qu'il n'a pas été libéré. Donc ça, c'est la lecture que j'en ai faite. Oui, ça va être modifié, il me semble, au niveau du pacte d'actionnaire, puisqu'il y avait les deux possibilités. Il y a et ou. Il y avait les deux possibilités. Et là, vous nous demandez de valider quelque chose, il faudrait qu'on sache ce qu'on valide. En l'occurrence, je ne valide rien. Mais... Donc vous considérez, enfin, nos collègues considèrent que c'est normal d'aller devenir actionnaire d'une société dont on n'a pas étudié les comptes. Parce que c'est ça, aujourd'hui on n'a pas étudié les comptes, on n'a pas eu communication des comptes d'exploitation et des bilans. Non. Les comptes, on avait des informations. Vous avez des informations, après l'Assemblée ne les a-t-elle pas? Non, c'est pas des informations, il faut la validation des comptes d'exploitation et des bilans. On rentrer dans une société à capital, société privée, c'est comme ça que ça marche, c'est pas une amicale, c'est une société privée par action. Donc quand je deviens actionnaire d'une société privée, j'aime autant connaître les comptes avant d'y rentrer. On vous répondra sur ces points-là, c'est bien aussi. Vous pourrez me répondre, ça ne changera rien. Vous aurez voté sur le principe. Je veux dire, je trouve ça tout à fait léger, je le redis, et ça manque un peu. Ça manque de consistance. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions concernant ce sujet? Donc, chers collègues, je vous propose qu'on délibère sur l'entrée au capital SPL Trigironde. Qui est contre? Donc, annoncez vos noms. Rapé Pernin. Gara Carriesco. Gara Carriesco, donc Rapé Pernin, d'accord. Après Ducos. Laurence, oui. Monsieur Pédurand, oui.
Patricia Peignet, ok. Après, Monsieur Massieu, ok. Monsieur Latapi. Monsieur Latapi. Technay. Madame Technay. Monsieur Charles. Monsieur Charles. D'accord? On est par rapport au compte, on est combien? 11. Qui s'abstient? Donc, on a annoncé vos noms. Garabos. Marie de Fortino. Ok? Voilà. Adopté, je vous remercie beaucoup. Urbanisme, abandon de l'état. Ah oui, c'est le vote, excusez-moi. Donc on continue par le vote. L'adoption des statuts, ça fait partie de la délibération et la nomination au conseil d'administration. Et la nomination Conseil d'administration et. André Mathieu, d'accord. Ok. Donc, Monsieur Mathieu votera pour Michel Latapi qui est obligé de partir. Ok. Donc là. Nomination représentant de la. Donc la proposition, c'était doit en dire, voilà, hein, c'est ça. Donc on commence. Voilà, est-ce que quelqu'un souhaite candidater? Il y a la proposition de Mylène Doro comme candidate. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite candidater? Non, il n'y a pas d'autres candidats, donc je vous propose de voter sur la candidature de Mylène Doro. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc je vous remercie beaucoup. Donc c'est complet là, hein, Mylène? Ok. On passe au point suivant. Urbanisme, abandon de l'élaboration du règlement local de publicité intercommunale. Et je donne la parole à Alain Guérens. Donc, comme le président l'a annoncé, donc, il s'agit ce soir de nous proposer l'abandon de l'élaboration du règlement local de publicité. Vous savez que nous avions prescrit en parallèle avec le PLU ce règlement en décembre 2017. En 2018, un marché a été conclu avec le bureau d'études de cadre cité, mais les travaux n'avaient pas démarré. Et donc en 2019, alors que ces travaux n'avaient toujours pas démarré, donc on a donc décidé de reporter ce RLPI. Fin 2020, la collectivité donc, devait se prononcer, pour savoir, puisqu'on avait un délai d'1 an en fait, de report maximum. Et les élus de la commission aménagement donc, ont validé le fait que, compte tenu de l'investissement que nous avions en tant qu'élus sur le PLUI, on ne pouvait pas mener de front ces deux travaux. Et donc, elle s'est prononcée, et le bureau également, donc, sur l'abandon de cette procédure tant que le PLU ne serait pas terminé. Donc, bien évidemment, vous savez que comme hier soir notamment, vous savez que l'intérêt pour les paysages, pour la valorisation du cadre de vie, la protection des paysages n'est pas abandonné dans le cadre du PLUI, puisque ça fait partie des enjeux et des objectifs importants. Et voilà, pour l'instant, en fait, on n'a pas, les élus ont souhaité reporter cette élaboration, donc il vous est proposé donc de valider cet abandon ce soir et d'autoriser le président à signer les documents y afférents à cet amendement. Des questions concernant ce point? Non? Donc je propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Et j'invite Alain Guérens à poursuivre, puisque le point suivant le concerne également. Donc comme je viens de vous le dire, le marché concernant ce bureau d'études avec Cadrecité a été signé en juillet 2018. Donc au bout de l'amendement que vous venez de valider ce soir, il vous est proposé donc de résilier le lot numéro 2. Il y aura une indemnité bien évidemment à verser à Cadrecité. L'indemnité forfaitaire est de 5%. Et il y avait eu un premier travail où il y a eu une négociation avec le bureau d'études parce qu'en fait, normalement, on s'en tenait
Il y avait un accord verbal par le directeur qui était d'accord pour rester sur ce montant de 5%, et tout d'un coup, ils se sont aperçus qu'ils allaient travailler. Et donc le service juridique a négocié avec Cadre Cité de manière à ce qu'on puisse récupérer ce travail, et donc on paiera une partie du travail qui a été effectué en supplément des 5%. Voilà, pour l'instant, donc, il faut résilier juridiquement le marché ce soir. Ok, des questions là-dessus, sur ce sujet? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Point suivant, délibération. Révision de l'autorisation du programme de crédit de paiement APCP numéro 2017-01 pour l'élaboration d'un PLU communautaire. Et je donne la parole à Dominique Lavier, rapporteur. Cette révision de la PCP est la conséquence directe de ce que vient de vous exprimer Alain Quérins suite à l'abandon du règlement de publicité. Pour parler vulgairement de chiffres, effectivement, quand le PLUI a fait l'objet d'une APCP, donc une programmation des investissements et des dépenses dans le temps. Et là, la conséquence de cet abandon fait que nous avons une somme supplémentaire de 4 925 € à impacter sur ce programme. 5 910, mais il y avait 1125 de battement, donc le 4 925 c'est le solde. Et à partir du moment où on a un besoin effectivement supplémentaire sur ce programme, eh bien ça décale toute la ventilation que vous avez d'ailleurs pu lire sur le document qu'on vous a remis. Donc c'est ça qu'on vous demande de ratifier ce soir, c'est la conséquence des deux délibérations qu'on vient de prendre successivement. Il faut faire la règle comptable. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? S'il n'y a pas de questions, on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Point 12. Culture, aide aux associations et aux communes, attribution de subventions au titre de la culture 2021. Et je donne la parole à notre collègue Jérôme Gauthier. Une série de petites délibérations. La première concerne, vous voyez, donc, les attributions de subventions par la Commission culture qui s'est réunie donc, le 4 mai dernier. Vous voyez qu'elles prennent en fait deux différentes formes au niveau du tableau. D'abord des appels à projets, avec donc une notion de projet et de partenariat donc, en direction des associations du territoire de la communauté des communes. Donc là, vous voyez, vous avez la petite liste au tableau et c'est la somme globale de cette partie-là est de 5 600 €. Et puis le deuxième type d'intervention financière de la communauté des communes, donc le budget culture en direction des communes cette fois, c'est pour un cofinancement de CNDP, puisque vous connaissez le principe, les CNDP, elles sont financées à 50%, donc par la côté départementale, et donc la communauté commune reprend la moitié, donc 25% pour les communes membres, c'est-à-dire cette année, en 2021, ce sont les communes de Lestiac, Prignac, Portes et Virlade qui se sont portées candidates pour une somme totale de 2 292,25 €. Et si on additionne donc les deux demandes de type de subvention, ça vous fait un total, comme vous constatez, de 7 892,25 €. Des questions? Donc, si vous voulez, on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Et j'invite Jérôme Gauthier à poursuivre avec le vote des tarifs et des préventes de billets du festival Ruez-vous 2021. Voilà, je vais voter les tarifs donc, pour la manifestation. Il faut savoir que le festival cette année prend aussi une nouvelle forme puisqu'il va y avoir deux représentations en un à d'autres lieux. L'intérêt, c'est d'irriguer le territoire le plus possible par le biais de ces manifestations. Donc cette année, dans les jours qui précèdent, il y aura une manifestation à Pujol, à Pignac, donc pour le long du Ciron, avant de retraverser la Garonne pour s'installer pour le week-end à Rions. Donc avec un système plus allégé le vendredi, et donc le samedi et le dimanche pour le festival de façon plus classique.
Donc là, tout simplement, vous avez la liste des tarifs qui sont affichés, donc qui sont modifiés. On ne peut pas les détailler un par un, mais sachez qu'on essaie évidemment de privilégier au maximum la prévente. Pour ça, c'est inscrit dans le titre, puisque pour cause de Covid, il faut évidemment, pour qu'on jauge, pour qu'on puisse gérer le mieux possible les jauges, il est important pour mettre l'accès sur la prévente. Merci. Une intervention? Donc, on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, le point suivant concerne le vote des tarifs, toujours dans le cadre de la culture, vote des tarifs des occupations du domaine public à compter de 2021. C'est toujours Jérôme qui nous présente. En fait, pour le même festival Rigaud, il s'agit donc de faire payer, si on peut dire, ceux qui s'installent, donc tous les restaurateurs provisoires pour le festival. En fait, la délibération avait déjà été prise en 2019. On s'est aperçu donc récemment qu'elle n'avait été datée que pour 2019. Il n'avait pas été écrit à partir de 2019, d'où la nécessité de la reprendre. C'est pour ça que vous l'avez peut-être remarqué, elle est écrite à partir ou à compter de 2021. On n'a pas qu'on la revoie chaque année, on souhaite évidemment modifier les tarifs. Donc il s'agit donc d'une nouvelle délibération en conseil communautaire pour revalider les tarifs donc, de toutes les installations avec les différents lieux, les différents horaires, en fonction du nombre de jours de présence des trucks ou autres installés sur le festival. Merci. Intervention? Non. Donc on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Merci beaucoup. Toujours Jérôme qui va nous présenter le réseau de lecture publique, donc les tarifs des ventes des documents d'occasion. Comme vous le savez, la bibliothèque municipale ou intercommunale, il y a ce travail régulier de désherbage. On élimine régulièrement les documents en forme d'imagés, soit obsolètes tout simplement. Donc il est organisé, et c'est dans un cadre départemental, parce que c'est Bibliogiron qui le pilote, ce dispositif. Chaque année, donc, les ventes de documents, vous voyez que les sommes sont très symboliques. En général, ça a lieu au mois de juin, on va voir cette année, ça devrait aussi pouvoir avoir lieu au mois de juin en principe. Donc, il est proposé de revendre les petits livres, les bandes dessinées, les DVD, donc à 1 € pièce, et 50 centimes les 3 revues. Évidemment, c'est plus symbolique qu'autre chose, mais ça permet donc de faire la place d'un côté et pour d'autres personnes d'avoir des livres ou autres à coût très faible, évidemment. Et si jamais les éléments ne sont pas vendus, ce qui arrive, donc les invendus sont transportés donc, à l'association Le Livre Vert qui récupère donc tous les documents non utilisés, non vendus ce jour-là. Voilà, donc il faut qu'on revoie les tarifs, donc 1 € pièce pour les livres, par des DVD et 50 centimes pour les 3 revues. Merci. Des interventions? Bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Je vous remercie beaucoup. Le point suivant concerne l'enfance et jeunesse, dédommagement et remplacement des clés et serrures à la mairie de Cognac. Et c'est notre collègue Jean-Patrick Soulet qui en est le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, je vais faire ça à 4 heures. Oui, donc cette délibération concerne le dédommagement et remplacement des clés donc à la mairie de Cognac. Comme dans beaucoup d'accueil de loisirs, ces activités se font dans les locaux mis à disposition par les collectivités et en général les agents de la communauté de communes sont responsables de la gestion des clés. En l'occurrence à Cognac, ces clés avaient été déposées dans une boîte aux lettres pour un agent d'entretien et donc il y a des petits malins qui ont subtilisé les clés dans la boîte aux lettres. Donc il a fallu que la commune de Cognac change l'ensemble des serrures débarriées à l'école de Cognac, ce qui lui a coûté quand même une somme de 3 731 €. Et comme la communauté de commune n'était pas assurée dans ce cadre-là, puisque la boîte aux lettres étant en enceinte de l'école, donc il faut que l'on fasse ça sur le fonctionnement. Et bien sûr, quand on rembourse la commune de Cognac, il y a changé toutes ces serrures. Merci bien. Une intervention concernant ce sujet? Donc, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté. Je vous remercie bien.
Le point suivant concerne les espaces naturels. Autorisation de signature de la convention de partenariat avec Aroba pour le bagage sur l'île Raymond. Et je passe la parole à notre collègue François Dora. Comme indiqué par le Président, la délibération concerne une convention de partenariat et de suivi scientifique par le bagage de l'avifaune de l'île Raymond entre la FEDEFE et Aroba. Cela pour une durée de 5 ans. Elle vient simplement formaliser le travail collaboratif mené depuis de nombreuses années sur l'île de Raymond avec cette association concernant les opérations de bagage d'oiseaux. Nos deux référents d'Aroba sont présents à toutes les séances de bagage en compagnie de Bastien, qui se forment aux techniques de bagage afin de devenir un jour bagueur agréé. Voilà. Vous êtes cordialement invités. De toute façon, quand il y a des séances de bagage, si ça peut vous intéresser, je fais de la publicité, vous pouvez aller à l'île de Raymond et prendre rendez-vous. Ok. Des souhaits d'intervention? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Délibération suivante concerne le tourisme. D'ailleurs, on en a 4. Bon, moins 4. Alors, la première concerne la cotisation annuelle à l'association Route des Bains de Bordeaux, en Grave et Sauternes. Et je donne la parole à notre collègue Thomas Filiat. Merci, bonsoir à tous. Merci pour les clés, du coup. Délibération donc, sur le tourisme. Donc, effectivement, Route des Bains en Grave et Sauternes, donc c'est effectivement sur la rive gauche. Une délibération qu'on prend tous les ans avec une subvention qui est à hauteur de 13 000 €. Je vous rappelle effectivement que la Route des Bains, c'est 6 fondateurs, OVG, Pessac-Léognan, Grave, Sauternes et Barsac, et les CDC de Montesquieu, Sud-Gironde et Cornillon-Garonne, et que la cotisation de ces membres fondateurs est évidemment égale, donc 13 000 € chacun. Cette route, elle a pour objet la valorisation et la promotion œnotouristique du territoire. Et je vous rappelle que pour le territoire de la rive droite, on participe à, c'est pas forcément à la même hauteur, mais on participe avec l'hôtel par rapport à j'ai pas le mémo, aux 15 000 € que nous donnons aussi en subvention à l'Office de tourisme d'Entre-deux-Mers. Voilà. Des questions? Oui, Michel Gara. Et puis après, je donnerai la parole à... Oui, on aurait pu commencer par la dame. Allez, allez Laurence. Oui, j'ai une question sur le fonctionnement de la Route des Bains et surtout sur le compte-rendu d'action qu'on pourrait avoir, si vous voulez. On finance quand même 13 000 € par an, ce qui est quand même pas une mince affaire. Ça serait bien qu'on ait un compte-rendu d'opération et qu'on ait un retour des adhérents. Pour avoir été adhérent moi-même, je pourrais faire un retour personnel, je m'en dispenserai ce soir. Donc avoir un retour des adhérents, ça veut dire que la Route des Bains interroge les adhérents pour savoir s'ils sont contents du service que la Route des Bains fournit ou pas. Alors, et une nouvelle présidente, j'ai une parfaite confiance dans la nouvelle présidente, et je pense que si tu transmets le message, je pense qu'on pourrait avoir l'année prochaine un compte rendu d'activité qui serait peut-être plus intéressant pour l'ensemble de nos collègues. Okay, merci. Laurence. Juste une petite question d'information en fait. Est-ce qu'il serait à terme possible d'avoir une lisibilité sur la complémentarité sur les différentes structures? En fait, il y a la route des vins, il y a les maisons des vins. Quand on n'est pas dans le milieu, en tout cas, personnel, je n'imagine pas être la seule, c'est un petit peu obscur. Voilà, nous, si on pouvait avoir un peu d'éclairage sur les différentes structures. Voilà. Merci. Merci, Laurent. Oui, parfois, effectivement, on peut s'y perdre, surtout que la promotion fait aussi partie des missions d'un office de tourisme, et que sur Montesquieu, sur Langon, il y a aussi des offices de tourisme qui font aussi la promotion. Là, c'est vraiment ciblé sur les châteaux. Alors, pas que les châteaux, il n'y a pas que des châteaux qui sont adhérents au Route des Bains, que ce soit rive gauche ou rive droite d'ailleurs, mais effectivement, le but, c'est de promouvoir leur activité. C'est essentiellement, en grosse partie, c'est beaucoup de communication. Donc, c'est les panneaux qu'on voit en bord de route, alors sur côté 1113. Et les panneaux, ça a été la pause, plus après l'entretien, qui coûte quand même assez cher. On a fait une assemblée générale aujourd'hui. Le coût des panneaux est estimé à 5 000 €. Donc,
5 000 euros, plus 5 000 euros par-ci par-là, donc c'est vrai que ça fait vite cher. Et il y a aussi la sortie d'autoroute au niveau du péage de Saint-Selve. Il y a un projet qui va voir le jour normalement cet été et qui a été financé ça par la Route des Vins pour faire la promotion donc, des châteaux, Pessac-le-Orient, Sauternes de Marsac et les Grands. Voilà, donc tout ça, ça a aussi été un coût assez important, mais je vous ferai effectivement, je vous enverrai si vous voulez un compte rendu d'activité. Merci. Donc, d'autres questions concernant ce point? Donc, on délibère sur la cotisation. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté. Et Thomas va poursuivre sur la modification du règlement d'utilisation des équipements fluviaux du port de Cadillac-sur-Garonne. Voilà, les deux prochaines délibérations portent sur un sur le règlement et une sur les tarifs. Il y a eu effectivement, il y a des investissements qui sont assez importants pour une collectivité comme les pontons de Cadillac. Il faut à un moment donné faire un petit bilan et ce bilan a montré qu'effectivement l'utilisation des pontons nous a permis un peu de re-questionner la stratégie qu'on portait dessus. Le but derrière, donc il y a un comité des usagers qui a été formé, les élus, avec l'Office de tourisme, avec nos techniciens de la CDC, et on s'est rendu compte qu'il y avait nécessité de diversifier les usages et ne pas laisser ces pontons juste que pour des paquebots. Donc le but, alors effectivement, quand on repasse une modification de règlement, il faut repasser tout le règlement, mais les grosses parties, donc c'est vraiment à la fin de la délibération, c'est optimiser, le but est d'optimiser les équipements existants, augmenter la fréquentation annuelle des équipements, diversifier, c'est surtout ça le gros point qui était le but est de diversifier les usages, la plaisance, l'activité de pêche par exemple aussi. Le but est de montrer aussi aux habitants derrière que les pontons ne sont pas toujours vides et qu'il y a de la vie dessus. Voilà. Et donc évidemment derrière, même si on sait que c'est des investissements qui ne sont pas forcément toujours rentables, ce n'était pas forcément le but à l'époque, c'était aussi de faire venir des touristes, c'est aussi d'augmenter un peu les retombées économiques de ce tourisme fluvial. Voilà. Donc ça c'est par rapport à cette délibération-là, c'est juste le règlement. Est-ce que vous avez des questions? Non, donc s'il n'y a pas de questions, on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Et est-ce qu'on vote dans la foulée? On peut, oui. Vous avez besoin de... Et à ce moment-là, voilà, donc vous avez reçu les tarifs. Donc on a eu quelques questions auxquelles je peux effectivement répondre. On a envoyé ça à la commission tourisme. Le but est effectivement, on a voulu surtout assurer une cohérence entre les tarifs de Bordeaux, de Langon, qui a un bon temps, et de Bordeaux, pardon. Être plus incitatif aussi sur les filières professionnelles et répondre au mieux aux attentes des différents usagers. À cet effet, il y a la mise en place d'une réduction pour les plaisanciers habitant la CDC, c'était une demande des usagers, donc il y a une réduction de 10% pour eux. Et on avait une demande aussi d'un pêcheur professionnel, alors ça il y a très peu de pêcheurs professionnels sur la Garonne, on a la chance d'en avoir un qui a demandé aussi à pouvoir utiliser notre ponton, donc il fallait aussi appliquer un tarif pour lui. Voilà. Ça se complétera très bien, l'activité de pêche, parce que l'activité de pêche est de mai à décembre, me semble-t-il. Non, pardon, de décembre à mai. Et l'activité touristique plutôt des paquebots est de juin à septembre. Voilà. Des questions, chers collègues? Donc on délibère. Qui est contre cette modification des tarifs? Qui s'abstient? Donc adopté, je vous remercie beaucoup. Nous revenons aux finances avec un constat des dépenses relatives aux documents d'urbanisme à imputer sur les attributions de compensation. Et je donne la parole à Dominique Clavier. Oui,
Une délibération relativement simple. La communauté de communes a la compétence urbanisme et dès qu'une commune souhaite modifier son document d'urbanisme, ce qui a été le cas dans les mois passés, effectivement, c'est la communauté de communes qui pilote l'opération. Pour autant, les coûts sont supportés par la commune demandeuse. Donc aujourd'hui, on a régularisé les dépenses engendrées par deux demandes, une qui vient d'une commune qui m'est chère, Pujol-sur-Ciron, et l'autre de Portet, sachant que ces sommes seront déduites des attributions compensatrices de 2021, puisque celles de 2020 sont versées. Donc cette régularisation se fera sur les attributions compensatrices de 2021. Alors pour Pujol, les sommes, c'est 336, 67 et 234,29. En ce qui concerne Portet, c'est 25,74 € et 271,42, donc qui seront déduites de leur attribution compensatrice. Je profite pour vous signaler que les attributions compensatrices, on est toujours effectivement sous ce fameux régime intermédiaire, que malgré deux sollicitations écrites au sous-préfet en demandant leur position sur la clé, je n'ai pas de réponse, mais je ferai une troisième demande et on finira bien par statuer sur ce sujet dont nous avons absolument besoin de trouver une issue. Donc par rapport aux propos initiaux, s'il y a des questions sur ces deux régularisations comptables. Non. Donc qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Et le point suivant, c'est toujours notre trésorier. Et Roland Grave. Les patients. Donc effectivement, nous avons à valider les décisions modificatives du budget. Vous savez que la loi nous autorise effectivement à modifier le budget autant que faire qu'il faut. Donc là, c'est la première que nous allons faire cette année. Alors, elle est issue de deux choses. Une qu'on a déjà évoquée, c'est les fameux 4 875 € liés à l'abandon du règlement de publicité dans le cadre du PLUI. Donc, effectivement, il faut modifier le budget dans ce sens-là. Et il y a un deuxième volet qui est de 14 500 €. 7 500 € qui concerne la zone de Goudane, on en parlera après parce qu'il faudra l'injecter dans le budget de la zone de Goudane. C'est un loupé au niveau du budget, une remontée qui ne s'est pas faite comme elle devait se faire. Donc il faut la régulariser, c'est 14 500 €, c'est 7 000 € qui concernent les candélabres, puisqu'on remet à niveau l'équipement de luminaire de cette zone, et 7 500 € qui concernent l'aménagement paysager dans le cadre du règlement de zone. Donc est-ce qu'il y a des questions sur cette modification budgétaire? Non. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La parole est toujours à notre collègue Dominique Clavier sur le budget annexe zone d'activité Goudane. Je viens de l'évoquer, effectivement, donc on le met dans le budget, il faut le repasser. Alors Goudane, c'est un budget annexe, donc on a une règle à faire. On remet donc cette somme sur le budget de Goudane, de façon à ce que tout soit en ordre. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. C'est deux délibérations qui sont étroitement liées. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions. On vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie beaucoup. Toujours notre collègue, concernant le budget annexe Ponton, vote d'une décision modificative. Alors, là, c'est une modification qui n'a aucune incidence économique, c'est une modification technique suite à une observation du trésorier qui nous a été faite après le budget. Donc, ça concerne effectivement le budget annexe des cantons, sur lequel, sur le poste dépenses imprévues, on avait porté une somme qui est supérieure à ce que l'on peut porter effectivement, c'est-à-dire que la somme qu'on peut porter au maximum, c'est 7,5 du budget de fonctionnement. Donc, nous avions porté une somme qui était supérieure de 2 000 €. Donc, on avait une remarque du trésorier en ce sens. Donc, on sort 2 000 € du poste de dépenses imprévues que l'on repasse sur la maintenance, donc on fait moins 2 000 plus 2 000 sur le budget. C'est un effet de présentation et de se mettre en égalité avec la comptabilité publique et particulièrement sourcilleuse. Est-ce qu'il y a des questions?
question, on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. La délibération suivante concerne les ressources humaines. Donc c'est la mise à disposition d'un agent par la commune de Loupiac au profit de la communauté de communes, c'est-à-dire c'est un agent qui intervient dans le cadre de l'accueil périscolaire du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, à raison de 4 heures le mercredi pour la pause méridienne. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet? Comment? C'est la même. Oui, c'est celle qui en double. Vous savez, je vous en avais parlé de la coquille, la fameuse coquille. Donc je l'ai. Mais c'est bien. Il y en a une qui suit. Donc, très très bien. Un bon point. Allez. Donc, voilà, on en revient donc à la mise à disposition d'un agent par la commune de Loupiac pour l'activité périscolaire. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Le point suivant, toujours sur les ressources humaines, c'est une modification du tableau des emplois pour permettre une ouverture de cadre d'emploi d'éducateurs de jeunes enfants et d'auxiliaires de périculture aux agents contractuels. En fait, en clair, on a des difficultés, on a de plus en plus de difficultés à recruter des éducateurs de jeunes enfants ayant un diplôme d'État et en même temps un concours territorial pour les éducateurs de jeunes enfants. Donc, pour pallier à ça, parce qu'il nous faut quand même ces gens, enfin, des gens pour tenir ces postes-là, on vous propose d'avoir recours à des contractuels pour ces postes lorsqu'aucun titulaire ne remplit les conditions pour permettre un contrat supérieur d'un an. Donc voilà, il faut qu'on arrive, si c'est infructueux le recrutement, il faut quand même qu'on trouve des éducateurs de jeunes enfants. Donc à ce moment-là, on peut faire appel à des situations de postes de contractuels qui nous permettent de pourvoir à ces postes. Voilà, j'espère avoir été clair par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Toujours dans le cadre des ressources humaines, recours au contrat saisonnier. Nous arrivons sur la bonne saison. C'est-à-dire qu'on a besoin, pendant la saison des grandes vacances, on a besoin de 50 emplois non permanents sur les emplois d'animation. On a besoin de 2 emplois non permanents sur le plage, voilà, et puis de 3 emplois non permanents pour la période de juillet et août sur 4 endroits. Donc il faut que vous nous autorisiez à avoir recours à ces emplois saisonniers. Est-ce qu'il y a des questions? Donc qui est contre le fait d'avoir recours à ces contrats saisonniers? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Marché public, renouvellement de l'adhésion du groupement de commande d'électricité et de gaz naturel avec le ZEG. Bon, on a sur le marché public, on fait appel au ZEG qui, par son expertise et ses compétences, nous permet de réaliser ces marchés d'achat d'énergie. Voilà, alors il faut qu'on délibère sur cette mutualisation des achats d'énergie par le biais du ZEG. Voilà, c'est pour nous beaucoup plus simple et en plus ils ont cette capacité d'expertise qui nous permet de pouvoir réaliser au mieux ce marché public. Est-ce qu'il y a des questions? Donc qui est contre? Qui s'abstient?
Donc, adopté, je vous remercie beaucoup. Le point suivant, c'est marché public, convention constitutive de groupement de commandes pour la fourniture des repas au restaurant scolaire de Bégué. En fait, il y a une convention qui permet sur le prestataire de la restauration scolaire de passer également une convention au même prix pour ce qui concerne les temps d'activité propres à la CDC, c'est-à-dire CLSH. Voilà. Et donc, on a besoin donc, de cette convention. Et d'ailleurs, dans le point suivant, ça sera sur Séronce. Hein, c'est la même situation sur Séronce. Mais, donc, pour le premier point sur ce marché public et cette convention, il est proposé également de désigner des élus suivants pour siéger à la CAO du groupement. Donc, on vous propose la candidature en tant que titulaire on est sur Bégueil, de Jean-Patrick Soulet. Ouais, moi je vois en tant que titulaire. Non, parce qu'on a été amené à modifier parce qu'on avait proposé Valérie Mengret, mais comme elle ne fait pas partie de la CAO, on ne peut pas la proposer. Et en plus, c'est notre joker, quand je ne suis pas là, c'est elle qui me remplace à la présidence de la CAO. Et comme elle ne fait pas partie de la CAO, elle ne peut pas non plus siéger dans la CAO du groupement. C'est pour ça qu'on a été amené à remodifier. Donc, on proposait en tant que titulaire Jean-Patrick Soulet et en tant que suppléant Mylène Doro. Voilà, donc on fait un peu un package là. Et s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on délibère pour les deux, c'est-à-dire pour signer la convention et proposer Jean-Patrick Soulet titulaire et Mylène Doro suppléant. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Et donc on a la même chose pour Séronce. Par contre là, ça ne sera plus Jean-Patrick Soulet, parce que vous savez, il a des attaches à Séronce qui ne lui permettent pas de... Bon. Donc, on propose en tant que titulaire François Dora et Mylène, toujours Doro, en tant que suppléant. Et s'il n'y a pas de questions, on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté. Je vous remercie beaucoup. Le marché public, attribution du marché de fourniture de containers de puces et de pièces détachées. Voilà. Donc c'est un lot qui est... on n'a pas besoin de passer par une CAO parce qu'on est en 1, c'est ça, on est en deçà du montant du montant qui nous obligerait à faire une CAO. Donc il y a eu, sur les propositions, l'analyse des offres reçues classe l'offre de la société comme moins-disant de Quadria en tant que l'offre économiquement la plus avantageuse pour ces deux lots. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose de valider ce marché. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Et le point suivant, et le dernier point à l'ordre du jour, là, il y a eu une CAO qui a pris, qui a validé un appel d'offres. Par contre, suite à cette CAO, il faut quand même que le conseil communautaire délibère pour pouvoir passer ce marché. Donc c'est un marché pour le nettoyage des locaux de la communauté de communes. Alors, pour votre information, on avait un cabinet d'études qui nous a accompagnés sur la résolution de ce marché. Hein.
sur les propositions, les analyses. Il y a eu une CAO qui a été réunie, qui a donc là, c'est oui, c'est la société Edel qui a été la plus avantageuse économiquement et qui lui a attribué, qui a eu le marché. Voilà. Mais il faut que vous nous donniez l'autorisation de pouvoir passer réellement le marché. Voilà. Est-ce qu'il y a une... Oui ? Sur la forme plus que sur le fond, on parle souvent de bureau d'études. Qu'est-ce qui préside le choix de faire appel à un bureau d'études plutôt qu'à prendre la décision nous-mêmes? Mais pas que sur ce sujet-là. Hein. Globalement, quels sont les critères qui font qu'on fait le choix de faire appel à un bureau d'études? Voilà, on a fait, en tout cas, en l'occurrence sur ce marché-là, on a fait appel à un bureau d'études parce qu'il y a quand même un certain nombre de critères qui font appel à un certain niveau d'expertise sur la qualité, le suivi, le nombre de personnes mis en action sur ce marché, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un tas de critères dont ce sont des spécialistes du nettoyage de collectivités qui, eux, ont vraiment un regard très aiguisé par rapport à ça et qui nous disent là, c'est bon sur la notation surtout. Parce qu'on n'a pas, nous, les membres de la CAO, on n'a pas ce suffisant d'expertise qui nous permettrait de pouvoir véritablement apporter une notation juste et exacte des différents critères, parce que le marché, combien il y avait de critères, c'était assez conséquent quand même. Eric, combien il y avait de critères sur ce marché Oui, je ne doute pas de la complexité des choses, c'est juste globalement, j'ai un peu le sentiment qu'on fait souvent appel à des bureaux d'études, alors que je suis persuadée qu'on a dans notre ressource des gens extrêmement compétents. Et comme on est dans une perspective d'économie, me semble-t-il, je me demandais si ça ne peut pas être un levier d'économie. Voilà. Non mais c'est une autre question, c'est un vrai sujet, mais pour avoir été à la CAO la dernière sur ce marché-là, c'est des sujets très techniques où si on n'a pas effectivement quelqu'un qui est un expert de la situation, parce que le ratio de productivité au mètre carré d'un agent de nettoyage, je pense que personne dans la collectivité le savait, comme moi je ne savais pas. Et on s'aperçoit quand on a ces ratios, qu'on examine les propositions des différentes sociétés, il y a des écarts énormes qu'il faut expliquer, qu'il faut savoir identifier. Donc effectivement, la question est légitime. Ça peut paraître une dépense superflue, mais je pense aussi que ça a quand même deux vertus. Ça aide à faire le meilleur choix économique. Et ça plainte juridiquement aussi le dispositif, parce que quelquefois, il faut aussi être extrêmement pertinent d'une manière juridique, parce qu'on a des recours derrière, c'est compliqué, le marché peut être cassé. Donc il faut aussi de ce côté-là être très, très pointu. Donc aujourd'hui... Mais à travers cette question, c'est vrai que j'interroge aussi le fonctionnement pas que de notre collectivité, mais aussi, quand tout à l'heure on a parlé d'une candidature sur un projet qui est conditionné par le recrutement d'un chef de projet, je trouve qu'à chaque fois on est dans ce fonctionnement-là, et j'interroge pas que le fonctionnement de notre collectivité, hein, mais plus le fonctionnement global. Oui, je me suis posé la question. Ça, j'entends ta réponse. Non, mais sur Petite Ville de demain, le dispositif est différent. L'État ne donne pas le choix. Alors, l'État n'a peut-être pas raison, hein, mais pour le moment. Mais comme il le finance à 75%, on se résout à. Voilà. Oui, mais globalement, c'est un fonctionnement qu'on retrouve sur chaque projet, à quasiment chaque étage maintenant. Et alors, j'ai pas énormément de recul, hein, j'ai quelques années de recul quand même, j'étais sous l'anciennement d'ailleurs, et je trouve que ça va crescendo sur absolument tous les projets. Non, mais là, sur ce marché-là, c'est le premier marché qu'on passait, qui est très très complexe au niveau des critères. Si on formait quelqu'un, on pourrait, en tout cas dans l'état actuel des choses, ça nous coûterait plus cher de former des agents. Enfin, tu me diras, après, nous
servirait s'il reste. Mais pour le moment, ça nous coûterait beaucoup plus cher que ce que nous a coûté un bureau d'études pour nous permettre d'avancer et de décider sur ce marché. Déjà ça, j'en suis persuadée, mais je trouve que ce fonctionnement-là infantilise les élus, les collectivités et le personnel de qualité qu'on peut avoir. Oui, Vincent. Je vous remercie. Notre collègue de cette question qui m'amène à questionner. On écoute il s'agit bien donc le marché concerne aussi donc les bâtiments utilisés par la communauté de communes, dont en l'occurrence par exemple les bâtiments utilisés dans le cadre de l'accueil de loisirs à Rion. C'est ça. Donc moi je me félicite qu'il y ait un recrutement un peu plus pointu qui ait été retenu, puisqu'on avait des problèmes récurrents de rigueur dans la gestion des alarmes, dans la bonne réalisation du travail fait par l'agent, puisqu'on retrouvait le jeudi matin les tables pas propres, etc., etc. Donc si on peut avoir un prestataire plus fiable que le précédent, tant mieux, on ne peut que s'en réjouir, y compris pour des raisons sanitaires. J'ai une question à poser. La société Edel, elle est girondine? Oui, elle est sur Langon. D'accord, ok. Est-ce que dans le cahier des charges, on a intégré, enfin c'est juste une invitation, peut-être que vous l'avez déjà évoqué, à voir les clauses sociales pour pouvoir intégrer une personne du territoire pour qu'elle rentre dans un processus de formation au sein même de cette société dans le cadre de la prestation? Voilà, est-ce que c'est... en tout cas, il y avait des éléments concernant effectivement l'intégration sociale. Par contre, sur le prestataire qu'on avait avant, il y en avait beaucoup, énormément. Et donc, il ne nous permettait pas d'avoir une rigueur au niveau de la prestation attendue. Donc, bien évidemment, on est pour qui ne serait pas pour aider, qui est intégré socialement, mais il ne faut pas que ça bascule et que après c'est le qualitatif qui va être remis en question. Donc c'est pour ça que là, quand même, on a sur un des points de rigueur, des points de notre attention, c'était qu'il y ait quand même un résultat sur nos attendus en matière de propreté de nos locaux, quoi. Et puis sur le suivi également, parce que par exemple, c'est vrai qu'au niveau du bureau d'études, il y avait quelqu'un qui avait été longtemps directeur d'une société d'entretien et de prestations de nettoyage, et disait si on n'est pas attentif pas derrière dans un sens de harcèlement, mais en tout cas d'être attentif et de faire des points fréquemment sur la qualité de la prestation, ça part, il y a un moment, ça part à volo. Donc il faut être effectivement très attentif, ça a un coût quand même, et puis c'est un attendu, c'est-à-dire que le lendemain, quand les locaux, les gens reviennent dans les locaux, il faut qu'on trouve quand même des bâtiments propres. Ce qui n'était pas toujours le cas sur notre prestataire antérieur, dont certains d'entre vous ont pu en faire la triste observation. Pour le recrutement, rien n'empêche de flécher chez nous que tu peux connaître et les diriger vers la société. Mais contractuellement, il vaut mieux qu'ils soient sur la société qu'avoir un statut ambigu qui est jamais bon. J'ai fait des expériences de ce type, ça c'est l'image. Donc, et d'autre part, pour dire, dans ce marché, il y a aussi des pénalités qui sont prévues avec des indicateurs de façon à ce qu'effectivement, c'est pas pour faire de la pénalité, mais il y a un côté suivi qui est très très détaillé. Cahier de tenue de jour, tout ça, gestion des clés, des choses comme ça. Et tout ça est prévu dans le cahier des charges, a été identifié notamment par le bureau d'études avec des pénalités en face et des procédures de suivi. D'autres questions? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté, je vous en remercie beaucoup. Donc nous avons épuisé en termes
de délibération l'ordre du jour de ce soir. Nous passons donc à l'approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 14 avril 2021. Est-ce qu'il y a des observations? Ah, c'est extraordinaire. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, je vous propose qui est contre l'approbation du PV, qui s'abstient. Donc, je vous remercie beaucoup. Questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Bruno Carlos. C'est pas vraiment des questions, je vais plutôt me lâcher. Ça fait un an que je suis là, maintenant je regarde ma CDC, je ne connais pas trop. Alors je vais dire, je regarde ma CDC, je me la suis appropriée, donc elle m'appartient un petit peu. Et donc je collabore un petit peu, et alors, donc j'ai la chance d'assister à des réunions autres que dans des CDC. Et les présidents, avant de démarrer l'ordre du jour, ils font part de l'actualité qu'ils ont vécue pendant un mois et demi, ce qui nous paraît, ça nous connecte plus, ça nous permet d'être plus au courant de ce qui se passe. Je ne sais pas moi, si tu rencontres le préfet pour tel ou tel projet, je ne te demande pas de rentrer dans le détail, mais faire un environnement de un mois et demi, au moins je n'ai pas passé mon temps à attendre faire des délibérations. Ça va me permettre un petit peu d'être connecté. Je continue à me lâcher. Après, je ne vois pas pourquoi ma CDC, elle n'est pas force de proposition pour la mutualisation de moyens d'achat. Je ne comprends pas pourquoi, sur 27 communes, vous ne ferez pas d'appel d'offres pour des assurances, pour des produits d'entretien, où je suis convaincu qu'on peut faire des économies, mais à grande échelle. Et donc, je ne l'ai jamais entendu, je ne comprends pas. Et voilà, je suis peut-être. Voilà, ça c'est la deuxième question. Ensuite, alors là, je reviens sur un sujet que j'ai souvent entendu, le sujet qui fâche, la piscine. Alors, la piscine de Calais, qu'on a souvent entendu parler, c'est une connerie ici, ça déborde, ça déborde pas. Moi, je dis que des gamins qui apprennent à nager, qu'ils aient une piscine. Alors, on a fait une réunion il y a 2 mois qui était très intéressante à la commune. Donc, je m'étais mis, il y avait un monsieur qui a fait un rapport qui était excellent. On a dit, bon, on va se faire une commission, je n'ai jamais été invité, je le regrette énormément, parce que c'est pas compliqué de dire, la piscine de Cadillac, ça coûte 3 millions d'euros pour la refaire sur 6 mois, parce qu'on ne peut pas la couvrir. Une autre piscine à venir, ça coûte 6 millions, on donne les chiffres, on vote, on avance, quoi. Je trouve que ça rend, voilà, ça c'est mon, je me lâche, je l'ai dit. Et ensuite, là je m'adresse à M. Kérens, parce que je ne suis pas très intelligent, mais je sais que tu vas m'expliquer, je voudrais bien comprendre. On fait un PLUI. On te dit que nous avons, sur 27 communes, nous avons 32 500 habitants. Je peux me tromper dans les chiffres. Après, on dit, sur 15 ans, on va faire entrer 9 000 personnes, 9 500. Ce que je ne sais pas, je pose la question, si, quand on demande de PLUI définitive, quand on va faire le recensement, si au lieu de 32 500, on se retrouve à 36 000 parce qu'il y a des constructions qui sont faites partout, est-ce que je vais toujours être dans les 29%, moi, comité de proximité, ou est-ce que je vais pas, est-ce que le pourcentage va être modifié? Je n'arrive pas à faire ces calculs. Voilà. Donc, hier soir, vous avez assisté comme un certain nombre d'élus, maires et vice-présidents, à la présentation des objectifs d'augmentation de population, ainsi que les premières estimations et les premières analyses du bureau d'études concernant donc, la prospective justement qui va nous dire donc, les surfaces à consommer que va nous autoriser l'État, ainsi que les hypothèses d'augmentation démographique donc, de population sur l'ensemble du territoire qui ont été estimées effectivement d'ici 2035 aux alentours de 40 000 habitants ou 42 000. Il vous a été exposé donc les hypothèses donc, du SCOT concernant le nombre de constructions nécessaires étaient suffisantes pour l'accueil de ces 40 000 habitants. Ensuite, le SCOT vous a été présenté donc, un tableau dans lequel le SCOT a fixé des évolutions concernant les différents niveaux de
de communes, pôles principaux, pôles de relais, pôles de proximité, etc. Le SCOT a fixé un pourcentage, donc, et le bureau d'études a analysé que ce pourcentage était faux. Et donc, il a fait des propositions, alors je les ai plus en tête, mais en fait, l'objectif du SCOT, c'est de renforcer la population sur les pôles relais, et d'accorder une évolution de construction et de consommation un peu plus réduite sur les pôles de proximité et sur les communes rurales. D'après l'analyse du bureau d'études, ces pourcentages qu'il propose, qui sont différents de ceux du SCOT, sont suffisants, selon lui, mais on n'a pas les chiffres. Il nous a dit que les chiffres étaient étudiés jusqu'en 2017. Il n'a pas les chiffres jusqu'en 2018 et 2019, il nous a dit, voilà, sur les dernières années, et il a précisé qu'il n'était pas certain que ces dernières années, justement, si on prend en compte les dernières années, ça soit favorable aux communes parce qu'il y a eu en fait moins de construction que le SCOT nous avait fixé, nous avait proposé. Donc je ne saisis pas très bien quelle est votre inquiétude parce que l'évolution de la population, tout le monde la connaît dans les communes, c'est-à-dire des recensements, et c'est lissé sur 5 ans. Hein, donc, alors est-ce que sur l'OPIA, il y a une évolution qui est différente que celle qui est estimé par le bureau d'études, il faudra l'expliquer. Aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre plus précisément que ça. Mon projet, moi, il est fait. Moi, je fais un projet quasiment calé. Je mets mon projet à 347 habitants. Donc, j'étudie, je fais mon OAP en fonction des 347 habitants, même si on se trompe de 10 ou 15, on est bien d'accord. J'ai pas envie qu'on me dise dans 2 mois, dans 6 mois, attention, les calculs sont en report, tu changes ton projet. C'est tout, voilà. Je vous ai déjà répondu. Votre difficulté, que je saisis, moi, depuis le début, puisqu'on a fait un atelier où j'étais à côté de vous, c'est que vous êtes en train de faire un projet sans tenir compte du reste de la collectivité. C'est la communauté de communes. Le PLU, il est fait à l'échelle de la communauté de communes. Et je veux dire, que ce soit les surfaces et le nombre de constructions seront à répartir en fonction des niveaux de strates. Bon. Et ça va être un accord qu'on va passer tous ensemble. C'est-à-dire que, globalement, le bureau d'études de Fernand Guillard vous a dit qu'on n'avait pas de problème de rapport de construction. On a même plus de construction accordée par le SCOT que celle qu'on a constatée ces dernières années en tenant compte de l'augmentation prévisible. Mais je pense qu'il est aujourd'hui prématuré de dire que sur telle ou telle commune, on a besoin de temps de construction. Je pense que on n'en est pas là aujourd'hui. On a vu, d'après les premières estimations sur les consommations de surface hier soir, qu'il y avait globalement une vingtaine d'hectares à réduire par rapport à l'estimation, à la remontée de ce qu'on fait remonter aujourd'hui les communes. Alors, on a identifié quelques communes qui ont sans doute surestimé leurs besoins. Et globalement, pour avoir discuté le matin même avec le directeur de bureau d'études, il n'est pas inquiet, il n'y a pas de difficulté, on va arriver à tenir les projets communaux et le projet intercommunal dans les chiffres qui ont été présentés hier soir. Mais je pense qu'il faut, il me semble, c'est pas un jugement, mais il me semble que vous allez un petit peu trop vite en besogne, on n'a pas encore les surfaces accordées à chaque commune, et on est en attente d'avoir les cartes qui doivent être nous être envoyées dans ces jours. Et donc, voilà, soyez un petit peu plus patients que ça. Voilà, je peux comprendre en plus. Bon, je crois que sur le premier point, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on va essayer de voir comment on pourra faire les points d'actualité, en tout cas les points forts entre chaque conseil communautaire. Donc on est très succinctement, mais qu'on dise les points forts qui se sont déroulés entre le dernier conseil communautaire et le présent. Je crois que ça peut être un point intéressant si on a rencontré le sous-préfet
sous-préfet. Par exemple, en l'occurrence, là, on dira qu'on a signé avec le sous-préfet la convention de Petite Ville de demain, et ainsi de suite. Je crois que ça, c'est important. Pour ce qui est le groupement d'achat, je crois que c'est effectivement, il faut développer, exploiter cette piste. On en a déjà parlé, mais on progresse sur ce sujet, parce que je crois que c'est un sujet intéressant. Moi, j'avais l'électricien dans ma commune qui m'a dit « Monsieur le maire, c'est vraiment dommage, on achète les matériaux à prix fort. Si on arrivait à avoir un groupement d'achat entre toutes les communes, on l'aurait certainement à des prix beaucoup plus intéressants. » Voilà, et puis, pour ce qui concerne, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ton intervention, qui en tout cas présente évidemment une belle période. Je voulais juste, avant de donner la parole à Jean-Michel Birem, de la mission locale qui, comme habituellement, vient nous faire un point sur le bilan de l'année passée. Je voulais juste dire un petit mot concernant ce qui avait été demandé ailleurs par les conseillers communautaires, c'est-à-dire la mise à disposition d'une plateforme Mairie Convergence Garonne sur le partage des documents. Vous l'avez souhaité, je me rappelais Michel qui est intervenu là-dessus. Bon, et je vous avais dit à l'époque que le service communication s'y employait. Maintenant, il est opérationnel. Peut-être que certains d'entre vous l'avaient déjà utilisé. J'espère, apparemment, il fonctionne bien. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher du service communication qui peut vous accompagner effectivement pour utiliser au mieux cet outil. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'à partir du partage des documents qui étaient souhaités, nous allons faire maintenant que pour la création d'un accès spécifique pour gérer les fichiers concernant les entreprises de nos communes. Et c'est pas Dominique, toute l'importance effectivement que l'on tienne au jour le jour la situation de nos entreprises et de pouvoir les répertorier de façon qu'ils soient accessibles à l'ensemble d'entre vous. Ce qui m'a été communiqué aussi par le service communication, c'est que vous nous donniez un mail, une adresse mail qui permettra aux gestionnaires que vous aurez désignés d'entrer sur la plateforme en toute sécurité. Parce que là aussi, il y a quand même des données, en tout cas, un peu confidentielles, et que ça ne peut pas être accessible à tout public, puisque c'est réservé principalement, c'est une information aux élus. Alors, donc on doit le faire en toute sécurité. Pour ce faire, donc il faut nous donner au service communication, l'adresse mail qui permettra de pouvoir accéder en toute sécurité et que vous puissiez, vous, avoir l'ensemble des informations que vous souhaitez sur l'ensemble des documents, y compris les comptes rendus des commissions. C'était ça, un petit peu. Et ça, c'est vrai que c'était important. Quand je vous avais dit que c'était en cours, juste quelques jours après, ça a été opérationnel. En tout cas, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas. Gérard et son équipe sont tout à fait prêts à vous aider à exploiter au maximum cette plateforme d'échange et de partage d'informations concernant notre collectivité.